Je suis très heureuse d'accompagner Anne-Sophie aujourd'hui pour qu'elle vous raconte son histoire et comment elle œuvre finalement chaque jour à remettre le conso au cœur du système. Mais avant, je vais planter un peu le décor. Le décor, c'est notre entreprise, Sodebo. Sodebo, c'est l'histoire d'une famille de monsieur et madame Bougreau, qui sont charcutiers traiteurs, et qui démarre l'activité en 1973. Et là, un peu plus de 50 ans après, c'est toujours l'histoire d'une famille, puisque ce sont leurs 3 filles qui sont coprésidentes de la société. Et à bord du bateau Sodebo, maintenant, c'est plus de 2800 salariés qui travaillent. Une des singularités de cette entreprise, c'est vraiment le fait, en tout cas dans l'agroalimentaire, qu'elle est tout sur le même site. On a 9 usines à Saint-Georges-de-Montaigu en Vendée, à quelques pas, finalement, quelques kilomètres de la charcuterie historique. Et il y a dans cette entreprise une vraie volonté de pouvoir internaliser le maximum de savoir-faire pour en maîtriser finalement la qualité, la fraîcheur. Donc on retrouve énormément de métiers différents chez Sodebo, beaucoup de métiers de bouche. Pour ceux qui connaissent nos produits, si je vous prends un sandwich, Triangle Club, on va avoir le pain qui est réalisé chez nous par nos boulangers. On a une usine de charcuterie qui fabrique le jambon. On reçoit nos salades qu'on lave, qu'on découpe, on découpe nos fromages, on fabrique nos sauces. Donc il y a vraiment cette volonté d'avoir tous nos savoir-faire et de développer les compétences en interne pour maîtriser qualité et fraîcheur de nos produits. Aujourd'hui, c'est 1 million de produits qui partent tous les jours de nos usines. On vend des sandwichs, des box, des salades et des pizzas. Et alors, pour un petit sondage, combien d'entre vous ont déjà, dans leur vie, consommé un produit Sodebo, si vous pouvez lever la main? Waouh! Alors là, vous êtes largement au-dessus de la moyenne. Parce que généralement, on en retrouve dans 6 frigos sur 10. Donc vous êtes des sur-consommateurs de nos produits. Et deuxième question, combien d'entre vous ont déjà contacté notre service Relations Conso? Aucun. Alors c'est dommage parce que sinon effectivement vous seriez tombé en face de Anne-Sophie et de son équipe. Anne-Sophie, toi tu es responsable du service Relations Consommateurs tu animes une équipe de 3 personnes. Mais tu n'as pas toujours travaillé dans ce service-là. Donc est-ce que déjà pour commencer tu peux nous raconter ton histoire à bord du bateau Sodebo? Oui, alors je vais vous raconter ça. Déjà, bonjour. Je suis ravie d'être là ce matin avec vous, de vous raconter mon histoire et celle de mon équipe et ce qu'on fait au quotidien, toujours dans le but de satisfaire le consommateur. Alors effectivement, moi, j'ai pas toujours fait ce métier-là. Je suis montée à bord du bateau Sodebo il y a maintenant 27 ans. J'ai démarré sur les lignes de fabrication. Donc j'étais toute jeune, j'étais sur les lignes de fabrication. Et pendant 13 ans, j'ai évolué au sein de différents ateliers de fabrication. Alors, on vous a montré qu'on en avait plusieurs. Donc, j'ai travaillé sur les sandwichs, puis sur les pizzas, et puis sur autre chose. J'ai évolué aussi avec différents postes dans l'entreprise. Et ce parcours-là m'a permis d'acquérir une forte connaissance, évidemment, des produits, mais également des process. Et puis, en 2010, j'ai eu le besoin d'évoluer encore dans cette entreprise. Et donc, voilà, par le fruit d'un heureux hasard, en tout cas, je suis arrivée au service consommateur en 2010, qui était rattaché à l'époque au service qualité de l'entreprise. Et du coup, comment tu gérais les réclamations clients, comment tu traitais ces réclamations à la qualité quand tu es arrivé là-bas? Alors, on s'est toujours occupé des réclamations chez Sodebo. Les réclamations, c'est ce qu'on dit, ce qui est non conforme aux standards. Chez Sodebo, c'est notre définition. Donc, à l'époque, on était 2 personnes, globalement. On réceptionnait les réclamations. On s'assurait de bien les envoyer à nos équipes qualité sur les sites de production, les différents sites de production. On s'assurait que derrière, des vérifications étaient mises en place. On s'assurait que les actions correctives étaient effectivement mises en place en parallèle. Et puis, nous, on répondait aux consommateurs, assez simplement, par courrier, principalement, avec un envoi de bons de réduction quasi systématiquement. Et à l'époque, on n'avait pas de stratégie particulière autour de la gestion de la relation consommateur ou de la gestion de la réclamation. On avait un canal quasi unique qui était le mail. Et voilà, on recevait. On s'assurait de transmettre et puis on s'occupait de notre consommateur, mais on n'en faisait pas non plus des caisses avec lui.
Et puis en termes de diffusion, eh bien finalement on diffusait assez basiquement, alors là ça fait ultra peur évidemment, puisque c'est un fichier Excel, dans lequel on reportait toutes les réclamations, et puis on transmettait ça dans un public plutôt restreint, à un public plutôt restreint, donc nos services achats, nos services qualité, chaque semaine, via un fichier pas vraiment lisible, mais bon en tout cas c'était la seule transmission qu'on en faisait à l'époque. Mais on ne s'interrogeait pas plus que ça de finalement ce qu'on faisait de ces réclamations-là, au-delà d'améliorer des process, ce qui est déjà beaucoup, hein, évidemment, mais en tout cas, voilà, ça n'allait pas plus loin. Je me posais, moi, de mon côté, souvent la question du sens. Je me souviens d'une convention à laquelle j'étais invitée, et le thème, c'était la réclamation au service de l'innovation. Et moi, plusieurs fois, je me disais, ok, c'est bien, ces réclamations, on les transmet, c'est déjà bien ce qu'on fait, mais finalement, on ne les diffuse pas dans l'entreprise. On n'en parle pas à nos services R&D, on n'en parle pas aux gens qui travaillent le produit. Moi, j'arrivais de la production, donc j'imaginais pas trop non plus tout ce qui se passait derrière en parallèle pour concevoir un produit et réfléchir. Donc voilà, cette question du sens, elle était vraiment présente. En tout cas, nous, on se la posait régulièrement. Alors, en parallèle de ce que tu racontes, l'entreprise, au fil des années, elle grossit. En 10 ans, le chiffre d'affaires il a été multiplié par 1,5. On a 1000 collaborateurs de plus dans la boîte. Et puis, on commence à avoir les maladies de toutes les grosses boîtes. Hein. Des organisations qui se silotent, des prises de décision déconnectées du terrain. On voit qu'on devient moins agile, qu'on a des petits concurrents qui arrivent, qui commencent à s'installer sur nos marchés. Bref, nos présidentes elles sont en train de réfléchir à comment on peut, quelle autre voie est possible finalement pour faire écho à ce qu'on disait ce matin. Mais donc il y a des modèles, l'entreprise libérée, tout ça, ça leur parle pas forcément. Et finalement, c'est une rencontre qu'elles font avec Jacques Chaise qui les met sur cette voie. Et elles décident de transformer leur entreprise en une entreprise apprenante avec le Lean. Et comme toute bonne transformation, elle commence par elle-même se transformer et démarre le Gemba, la pratique du Gemba avec leur sensei. Et le premier Gemba finalement qu'elles font, c'est chez toi, Anne-Sophie. Est-ce que tu peux nous le raconter? Alors oui, c'est chez moi. C'est 2019, c'est un jour que je me rappelle particulièrement bien, je me rappelle encore aujourd'hui évidemment, le jour où, pour être tout à fait honnête, le jour où ça a eu l'effet d'un tsunami dans le bureau, pour l'équipe qui était en place à l'époque, on était 3, et pour les 3 présidents qui étaient là aussi ce jour-là, en fait on s'est retrouvés face à un tas de questions sur lesquelles on s'était jamais interrogé, à savoir... Est-ce que les présidents savent ce qui se dit ici, ce qui se vit dans cette équipe, ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait en fait ici? Qu'est-ce qui se passe derrière ce texte? Alors on avait commencé à ouvrir le téléphone, on était aux prémices encore, mais est-ce que les présidents savent ce qui se passe ici? Est-ce qu'on a accompagné cette équipe pour écouter le consommateur, pour lui parler, pour réceptionner ce qu'il a à nous dire? Est-ce qu'on est prêt à entendre aussi les remontées négatives qui peuvent arriver par ici? C'est jamais agréable de s'entendre parler de nos produits ou de nos process d'une manière négative. Finalement, ici, il se passait des choses, donc ça tournait dans le petit écosystème qui était le nôtre, mais on n'en faisait pas grand-chose de ça. Et puis en plus, il n'y avait aucun outil visuel en place, donc ça veut dire que personne ne pouvait à un moment venir nous voir et savoir qu'ici on parlait du consommateur. Il ne se passait rien, donc on continuait de diffuser un peu gentiment là, avec des fichiers Excel, mais finalement, il n'y a rien qui disait ici on écoute le consommateur, on en fait quelque chose. Et du coup, ce Gemba, il vous a chamboulé, on peut dire. Comment vous avez réagi, comment vous avez rebondi suite à cette journée? Ah oui, ce Gemba, il nous a clairement sonné, hein. Je suis complètement honnête avec vous. On s'est retrouvés avec les présidentes, on s'est dit, waouh, il s'est passé quoi? Mais en fait, assez vite, très vite, dans la journée même, on se dit, on se met en marche. Il faut forcément que ça bouge, tout ça, c'est évident, il y a des choses qui ne vont pas ici. On avait retenu deux principaux éléments qui avaient été dit lors de cette heure et demie de Gemba. C'était ici, ce qui se passe, c'est la réalité. Donc ici, il y a des consos qui vous parlent et ils vous disent des vraies choses. Donc on n'est pas là pour protéger les équipes. En fait, ce qui se dit ici, il va falloir en parler à tout le monde.
Et puis ici, l'équipe, vous ne devez pas être l'avocat de votre entreprise, mais ici, vous devez bien être l'avocat du consommateur. Donc on est reparti avec ça en tête. On s'est dit, ok, tout ça, mais cette posture-là, finalement, nous, c'est pas habituel non plus dans l'équipe. Je vous disais, on commençait à ouvrir là différents canaux. On commençait à avoir vraiment une stratégie omnicanal. Donc les réseaux sociaux commençaient aussi à arriver dans l'entreprise. Le téléphone, on avait ouvert une ligne 0800, plus évidemment tous nos formulaires de contact. Et donc on était déterminés à recevoir quand même un maximum de remontées consommateurs. Mais il fallait aussi que nous, on développe des compétences d'écoute, de gestion des émotions. Voilà, c'était quelque chose qui n'était pas... C'est pas la même chose de traiter un consommateur qui écrit un mail et qui soit vous incendie par un mail et puis auquel cas on lui répond, mais bon, on va tourner des petites tournures bien sympas qui vont bien le faire, et de l'avoir tout de suite au téléphone avec son énervement. Donc ça, bon, on ne savait pas faire, hein, il a fallu qu'on se fasse accompagner évidemment. Et donc on a une posture qui a dû changer. Alors ça s'est pas fait en un claquement de doigts évidemment comme tout changement, mais petit à petit on a progressé vers une écoute consommateur et une écoute élargie. Ok, il y a des réclamations, mais il y a aussi des consommateurs qui nous disent des choses bien, il y a aussi des consommateurs qui ont juste besoin d'informations, et puis il y a juste des consommateurs qui à un moment ont juste besoin de nous dire moi j'aime pas votre produit, il est comme ça, mais moi je l'aime pas en fait. Ok, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Et très vite, du coup, on se met alors voilà, waouh, c'est beau. C'est quoi? C'est la varicelle. Le petit jargon Sodebo qu'on a eu assez vite mis en place, c'est la varicelle. Alors la varicelle, c'est quoi? Là, c'est un exemple. C'est un panneau sur le produit Salade et compagnie. Bon, a priori, vous en consommez tous ou presque, donc vous voyez bien de quoi je parle. C'est les premières varicelles, ça a évolué depuis. C'est visuellement comment on vient afficher les problèmes. Comment, dès qu'on a une remontée d'un consommateur, on vient coller une gommette sur le produit, sur l'ingrédient. Comment on vient visualiser tout de suite où est-ce que le problème se situe. Alors là, on est encore un peu fragile, c'est vraiment une des premières varicelles. Donc là, c'est un panneau directement affiché derrière le bureau, et dès qu'il y a un appel, dès qu'il y a un mail, on se lève coller la gommette. Mais on est encore un peu fragile sur ce qu'on va mettre sur les vrais verbatim. Est-ce qu'on n'a pas envie de protéger encore les gens, mettre les vrais mots des consos, ça peut être aussi un peu agressif pour eux, peut-être ça veut dire remettre leur travail en cause, donc on n'est pas encore à l'aise à ce moment-là à écrire vraiment, mais on y vient assez vite. Mais bon, pour être tout à fait honnête, au début on se dit bon, on va faire ça, ok, on essaye, on se lance, on ne sait pas trop où ça va nous mener. Et puis on commence à la diffuser également. On se dit bon bah on va diffuser cette voix du conso et c'est notre outil qui va servir à ça. Et du coup tu la diffuses à qui et comment ils s'en servent? Ouais. Alors cette varicelle, c'est un panneau là sur la salade. En fait elle est dupliquée en autant de panneaux qu'on le veut. On s'est pas mis de règles. Sur certains marchés on a besoin d'un panneau par produit, d'autres par recette. Donc à la fin de la semaine, la varicelle, elle est bien remplie, alors parfois plus que d'autres en fonction des remontées qu'on a eues. Et puis parfois il y a des gros points rouges parce qu'il y a vraiment un problème sur une absence de composants, etc. Et donc il y a plein de panneaux. Et en fait chaque vendredi soir, on diffuse l'ensemble des panneaux à l'ensemble des équipes. Donc là on diffuse ultra largement, l'idée c'est que ça redescende jusqu'aux opérateurs sur la ligne de fabrication qui fabriquent la salade et qui voient vraiment les problèmes. Alors évidemment, ils ont d'autres façons de connaître leurs problèmes. La réclamation, quand elle arrive chez moi, dans les 5 minutes qui suivent l'appel ou le mail, elle est transmise dans l'atelier. Donc, elles sont connues, les réclamations. Mais en tout cas, là, le team leader ou le responsable de l'équipe, le lundi matin, il prend le panneau et il va, lors du top 5 de l'équipe, montrer ce qui s'est passé sur cet atelier ou sur cette ligne. Mais ce qu'on n'a pas voulu, c'est diffuser que le panneau qui correspondait à l'équipe, c'est qu'on préfère diffuser tous les panneaux, et ça permet aussi une lecture groupe, pour ceux que ça intéresse, de voir tout ce qui se passe chez les autres, et pas que chez eux. Et ça a généré effectivement parfois des beaux échanges. J'ai un exemple qui me vient, mais un jour, voilà, il y a un atelier qui voit la présence d'un corps étranger dans un de ses produits, et puis finalement, il y a un panneau varicelle qui montrait que ce même corps étranger se retrouvait dans un produit.
Et puis en échangeant entre eux, finalement, ils ont identifié un fournisseur commun. Alors, voilà, c'est un outil supplémentaire qui aurait sûrement permis aussi ça. Mais là, visuellement, bah, voilà, on voit la chose, on se rapproche et on en parle. Ouais, ça crée finalement, ça casse aussi des silos. Parce que vous l'avez vu au début, on a plusieurs usines. Donc ça permet finalement, cette varicelle aussi, de venir casser des silos qu'on pouvait avoir dans des gestions de la qualité usine par usine. Donc finalement, tu t'envoies ça, mais quel feedback tu reçois des équipes, et est-ce que toi, ça te permet concrètement de mieux répondre à tes consos? Alors au début, en fait, il n'y a pas de feedback spontané. Ça ne revient pas. Alors nous, on pousse, on diffuse de l'information, et puis finalement, on se rend compte que... Alors on a un outil, évidemment, un conjoint avec la qualité pour aller voir ce qu'ils font de ça et les vérifications qu'ils font. Mais on sent bien qu'il n'y a pas de réflexe de ramener vers nous leurs éléments de vérification. Et nous, on sent aussi un besoin croissant des consommateurs qui veulent savoir aussi ce qu'on dit, ce qu'on fait finalement de leur remontée. Donc on se dit, on va mettre en place une newsletter. Et puis chaque semaine, on va piocher dans nos 4 marchés principaux une récla conso. On va mettre les vrais mots. Bon, là, on est parti sur... Voilà, j'ai eu la mauvaise surprise de voir qu'on avait mangé mon cookie avant de l'emballer, donc vous voyez la photo. Donc ça, c'est ce que le conso dit. Et là, on se dit, bah, nous, le conso, il est ultra précieux, il faut qu'on le rassure, il faut qu'on ait des éléments, mais nous, en fait, on ne sait pas forcément ce qui se passe. Donc on va faire une newsletter, et puis on va demander aux équipes de nous dire où et quand ça s'est passé, qu'est-ce qui a pu se passer, pourquoi, comment, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mis en place, etc. Et puis finalement, assez vite, on se rend compte que c'est compliqué parce qu'on a mal communiqué sur le sens, on n'a pas donné un sens clair en fait à ça, et les équipes se sentent fliquées, se sentent contrôlées, c'est une surcharge de travail. Eux, ils ont déjà posté en fait ça quand ils ont reçu la réclamation, et là on leur redemande en plus de le remettre, on les questionne, et en fait, on n'a pas su exprimer que c'était pas pour nous qu'on voulait ça. C'était bien pour notre consommateur final et qu'on travaillait avec eux pour ça. C'était pas pour contrôler ce qu'ils faisaient, mais donc bon, voilà, c'était une expérience. On a voulu faire ça, mais bon, finalement, on n'a pas été assez clair sur le sens qu'on voulait donner à cet outil. Donc cet outil, c'est un flop finalement. Comment vous rebondissez suite à ce flop? Donc là, on se dit, bon, ok, on ne s'est pas très bien compris, finalement, ça va pas être comme ça qu'il va falloir qu'on avance, et en même temps, effectivement, s'ils ne savent pas comment on travaille, s'ils ne connaissent pas ce dont on a besoin, ils ne connaissent pas nos besoins, nos contraintes, on ne va pas se comprendre, en fait. Donc ça va pas marcher comme ça, on s'est dit, bon, allez. Et si on faisait des vies ma vie? Et si on les invitait chez nous à voir vraiment c'est qui conso, comment on lui parle, qu'est-ce qu'il a à nous dire, de quelle façon il nous parle? Donc on délocalise l'équipe du bureau, on la sort du bureau pendant 4 jours, on prend une salle et on dit on va inviter les gens, les collaborateurs avec qui on travaille le plus, donc à l'époque les équipes qualité et production, et on dit venez passer 2 heures, inscrivez-vous là sur un créneau, venez passer 2 heures avec nous, on est là 4 jours, on affiche un tas d'indicateurs, de verbatim, de perles si chères à nos consommateurs, qui peuvent être parfois très drôles. On se dit on va vraiment montrer tout ce qui se passe ici. Et donc pendant 4 jours, on reçoit 70 personnes à peu près. Mais on est en situation réelle, hein. C'est-à-dire on décroche le téléphone, on répond à un mail, voilà, ils sont autour de nous, ils les écoutent. Alors c'est un peu particulier comme façon de faire, mais c'est bien la meilleure façon pour voir réellement ce qui se passe. Et là, du coup, ils se rendent compte que nous, il faut qu'on puisse apporter des réponses, donc on n'a pas forcément les éléments de réponse. C'est aussi l'occasion de leur dire, mais comment vous voudriez qu'on questionne le consommateur? De quoi vous avez besoin, vous, pour mieux comprendre le problème? Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui demande qui vous aidera à résoudre la non-conformité ou à réfléchir à l'amélioration du produit? Donc, ça génère assez vite on commence quand même à créer une relation de confiance avec ces gens-là. Et puis on commence à comprendre que finalement, le consommateur, on travaille tout dans le même sens et pour lui. Que ce qui nous remonte, c'est peut-être plutôt des opportunités que des contraintes. Et là, ces 4 jours sont hyper riches parce que finalement, c'est-à-dire, on sait vraiment de quoi on parle et on sait surtout comment lui nous parle, ce qu'il a à nous dire et comment on doit le choyer. Finalement, ça, c'était la première étape, c'est-à-dire que tu les as invités sur votre terrain, mais vous n'en êtes pas resté là, vous êtes aussi allé sur leur terrain.
Bah oui, parce qu'on s'est dit, c'est bien, ils viennent voir comment on travaille, mais nous, finalement, est-ce qu'on sait comment ils travaillent? Est-ce qu'on connaît les process? Alors moi, j'avais la chance de les connaître, puisque j'avais travaillé 13 ans sur les lignes. Donc évidemment, je visualisais ce que c'était une ligne de fabrication, un tapis qui peut s'abîmer, un film qui est mal soudé, un sandwich qui est mal mis dans une barquette. Mais dans l'équipe, c'était pas le cas. C'est une équipe qui a beaucoup d'ancienneté pour chacune, avec des postes différents dans l'entreprise, une vraie connaissance du consommateur, mais finalement des process très peu. Donc on s'est dit, bah ok, ils sont venus voir comment on travaille, mais nous on va y aller. Donc on a mis en place des gemba, on a fait un planning, et on s'est dit tous les 15 jours, on va prendre un atelier, donc il y en a 9. On va prendre un atelier, et donc on va aller les voir tous les 15 jours, on va partir d'une réclamation, et on va aller voir avec eux ce qui se passe sur la ligne, ce qui s'est passé, comment, bon, voilà, concrètement, il s'est passé ça, et montrez-nous le process en fait. Alors, qu'est-ce qui a été facile ou moins facile justement dans cet exercice de Gemba? Alors, ce qui a été difficile, c'est la posture qu'on doit avoir lors d'un Gemba. Nous, on s'est lancé un peu là-dedans sans trop se faire accompagner. On s'est dit, ouais, c'est chouette d'aller voir les copains, mais bon, en même temps, on ne sait pas trop faire. Donc la posture, c'était difficile de ne pas avoir une posture de jugement, de recherche de solutions, de remise en cause du travail des gens, parce que c'était vraiment pas ça qu'on allait chercher. C'était voilà, comprendre un process, ne pas remettre en cause ce qui avait pu être fait à ce moment-là pour ce problème-là, c'était vraiment voilà, comprendre. Donc ça s'est pas fait tout de suite, hein, c'est un long travail et puis il faut créer de la confiance. Après, ce qui a été plutôt facile, c'est que ça a été très bien accueilli. On a des équipes qui finalement étaient ravies qu'on s'intéresse à leur travail. On avait aussi quand même commencé déjà à créer des liens. Donc on avait un lien de confiance qui s'est installé. Et puis au bout, alors ça fait maintenant 2 ans, mais au bout d'un an de ces Gemba, il y a un team leader une fois sur une ligne de sandwich qui a dit waouh, merci en fait, ça fait juste du bien de savoir que vous vous intéressez à notre travail. Donc là, bon, voilà, c'était la récompense de ces échanges qu'on a mis un peu de temps à créer. Donc là, vous avez beaucoup travaillé finalement avec un de vos clients internes principaux qui est la prod. Mais comment vous avez fait après pour élargir ce partage et cet échange autour du conso avec les autres entités de l'entreprise? Oui, effectivement, le consommateur, il est au cœur des discussions chez Sodebo. On a créé des liens forts également avec nos... j'ai oublié de vous parler de ça. Oui. Je suis obligée d'y revenir. Ah oui, on y revient. On y revient. On y revient. Quand je dis qu'on est allé voir chez les opérateurs sur les lignes ce qui se passait, donc avec une reconnaissance de leur travail, nous en fait on n'y allait pas juste en visite de courtoisie, hein. C'était pas juste pour aller voir ce qui se passait dans un atelier, c'était vraiment pour comprendre, mais aussi pour avoir des éléments de langage robustes pour le consommateur. Et du coup, je vous ai mis un exemple qui est l'exemple du moment, mais qui est assez nouveau dans notre façon d'approcher le consommateur. C'est qu'aujourd'hui, voilà, on a mis une fourchette comestible dans nos salades. Donc elle a ravi nos consommateurs et ça fonctionne. Mais en ce moment, voilà, on a quelques petits problèmes au niveau du manche, il n'est pas lisse, et les consommateurs nous font le type de remontée que vous voyez ici, à savoir, elle est rongée sur le bout, ça m'a dérangé, j'avais l'impression qu'elle était déjà mâchouillée, rongée. Bon, il y a plein de consos qui pensent qu'il y a des rongeurs, en tout cas qui expriment ça quand ils nous livrent la réclamation, il y a des rongeurs, ou alors des gens sur la ligne, ils doivent avoir tellement faim qu'ils commencent à grignoter la fourchette. Bon, là on se dit, c'est pas possible qu'on laisse cette idée-là dans la tête des gens. C'est absolument pas le cas. Et donc le fait d'être allé voir cette ligne, c'est nouveau en fait. Hein. Nous, désormais, quand on a un problème et qu'on ne comprend pas ce qui se passe, en fait, on toque à la porte de l'atelier, on enfile nos chaussures, on appelle et on y va. Et c'est jamais un problème en fait. C'est ok pour tout le monde de venir à n'importe quel moment dans l'atelier. Ça c'est nouveau, donc on ne connaissait pas la ligne, on s'est dit il faut qu'on aille voir. Et puis quand on a vu comment elle était fabriquée cette fourchette, on s'est dit bon, en fait, ça ressemble vraiment à un moule à gaufres. Finalement, quand on démoule la fourchette, bah oui, ça reste un peu collé, et puis ça génère le défaut que vous voyez là-dessus. Alors évidemment, il y a des actions qui sont en place pour résoudre ça, mais nous, finalement, l'image du gaufrier, c'est l'image qu'on donne au conso quand on le rappelle, pour lui donner justement, pour renverser cette image de rongeur, de gens qui grignotent sur la ligne de production. On a testé la rassurance par l'image. Et là, si on n'était pas allé en production, voir le process et comprendre vraiment comment elle était fabriquée,
jamais on n'aurait eu l'idée de renvoyer cette image dans la tête des gens. Et puis ça nous permet évidemment d'être robuste dans nos éléments de langage et de pouvoir rassurer pleinement le consommateur qui pense en plus que la relation de conso n'est surtout pas internalisée et que de toute façon nous on n'y connaît rien, évidemment on va défendre Sodebo puisqu'on travaille pour eux. Bon, non, du coup on essaie d'avoir la posture justement inverse. Et pour en revenir au sujet, effectivement, on travaille, on a créé des liens forts avec les équipes production, mais on a aussi créé des liens avec les équipes de chief ingénieurs. Par exemple, là, c'est lors d'une OBA produit, mais dans l'équipe, on a divisé un peu des références de marché. On s'est dit, il y en a une qui va être plutôt spécifique sur le marché des box, une autre qui va être plutôt spécifique sur le marché des salades, même si dans l'équipe, chacune reçoit l'ensemble des demandes conso de tout le produit, mais on s'est dit on va un peu spécialiser quand même. Et du coup, on a des liens forts avec les équipes de développement de produits et on va participer à leurs EBIA, c'est-à-dire qu'il y a toujours un mur du conso dans l'EBIA. Donc il y a le business, il y a les prêves, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a aussi le conso et il y a comment on l'écoute. Et en fait, soit sur un lancement de produit, soit sur une amélioration d'une recette, en fait, on va venir raconter ce qui se dit chez nous. C'est devenu un réflexe et c'est comme ça. Quand il y a besoin, on vient voir, on vient nous interroger sur ce que dit le conso à la relation conso. Et on a l'exemple du cookie. On a fait un changement de recette sur le cookie. Et puis on avait des premiers retours, c'est pas assez cuit, c'est trop pâteux, c'est trop ci, c'est trop ça. Bon, parfois c'est vrai qu'on peut se dire on ne peut pas plaire à tout le monde, mais bon finalement quand il y a un certain nombre de remontées, à un moment c'est pas juste qu'il ne plaît pas à quelques-uns, c'est qu'on a... Et donc, à force de remonter ça, finalement, auprès de ces équipes, on a fait un changement de recette. Et en fait, nous, on a bouclé la boucle en rappelant les consommateurs qui nous avaient appelés quelques temps avant, en leur disant, voilà, il y a 3 mois, vous nous avez contacté pour nous dire que le cookie, il était trop ci, trop ça, voilà. Sachez qu'on a changé la recette, et aujourd'hui, on va vous proposer une recette plus moelleuse, plus gourmande, qui devrait correspondre à vos attentes. Et on a diminué les réclamations par la suite. Et voire même, il y a des consos qui te rappellent pour féliciter les équipes du nouveau cookie. Du nouveau cookie, des équipes qui conçoivent. Et en plus, nous, on a un vrai... voilà, on essaye de lui dire réellement à chaque échange qu'on va vraiment faire quelque chose de sa réclamation, en fait, de sa demande. On a une particularité chez Sodebo, c'est que les consommateurs qui nous écrivent, alors ceux qui nous étaient des téléphones, évidemment, on est en live, on leur répond tout de suite, mais ceux qui nous écrivent, on a fait le choix, nous, de les appeler, en fait. On cherche vraiment la vraie interaction, on cherche le vrai contact, on cherche vraiment l'humain, et puis on sait surtout aussi que c'est par ces échanges-là qu'on va réussir à capter un maximum d'informations pour les équipes qui en ont besoin. Donc la question qu'on se pose à chaque fois aussi là-dedans, c'est, voilà, par exemple, là, la chief, de quoi elle a vraiment besoin? C'est quoi l'élément qui lui manque pour bien comprendre, pour bien, voilà, pour voir dans quelle direction elle a. Donc ces échanges-là, ça nous permet aussi de valider des éléments de langage, de valider aussi des postures, et puis de se questionner sur quel est votre besoin, comment vous voulez qu'on demande, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on demande aux consommateurs quand on l'a au téléphone. Au-delà de la conception de produit, tu as aussi finalement d'autres liens avec d'autres niveaux de l'entreprise, puisque finalement c'est les réclamations, en tout cas les remontées de nos consommateurs, elles sont maintenant à tous les niveaux de l'entreprise. Oui, exactement, elles sont à tous les niveaux, et là c'est notre COMEX. C'est notre COMEX qui en fait se réunit chaque lundi matin pendant 1h30. Et commence en fait par alors la lecture, oui et non, mais des faits marquants. Ça c'est notre jargon aussi à Sodebo. Les faits marquants, donc c'est le panneau que vous voyez là. En fait, on prend la varicelle, donc la varicelle qu'on diffuse chaque vendredi soir aux équipes. On fait la même chose, mais dans ces faits marquants, on se dit qu'est-ce qui serait bon à remonter au COMEX. C'est en fait qu'est-ce qu'on a envie. En fait, ils ont juste envie d'être connectés à ce qui s'est passé dans la semaine. Sur ce que le conso a dit. Alors là, on axe plus sur les réclamations. En fait, rien n'est cadré. C'est vraiment notre appréciation. Est-ce qu'on est sur une récurrence? Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel? Est-ce que c'est quelque chose de grave? En tout cas, c'est nous la perception qu'on a et qu'on se dit, ce serait bien que le COMEX, on les informe de ça. Et donc, chaque lundi matin, l'une de nous va passer 5 ou 10 minutes avec eux. Mais on n'est pas que dans la lecture en fait, de ce fichier qu'ils reçoivent. On est vraiment dans je raconte une histoire. Et je raconte vraiment des vrais mots. Et le consommateur, quand je l'ai eu, j'ai bien senti qu'il était comme ci, comme ça.
où il a telle et telle attente. On se raconte pas juste, on fait pas juste une lecture là, c'est vraiment un échange. En fait, ça c'est pareil, ça ouvre sur des débats où principalement, par exemple, j'ai un exemple aussi d'un sujet d'un sandwich qui contenait un peu d'alcool, qui faisait que ça s'appelait la sauce cocktail. Et en fait, au cours de ce COMEX, les présidentes ont découvert que finalement on avait pas mal de réclamations là-dessus, d'insatisfaction. C'était pas une réclamation, on n'était pas non conforme, on avait fait un choix. Et puis ça a très vite engendré des échanges, et puis des réflexions, et puis en fait, quelques temps après, on a enlevé cet alcool dans notre sandwich, et puis en fait, on a éliminé tout simplement les remontées, les insatisfactions de consommateurs par rapport à ce produit-là. Donc voilà, là c'est vraiment, enfin voilà, c'est juste une lecture, on n'attend pas forcément autre chose de cet échange du lundi matin, mais c'est juste, en fait voilà, sachez ce qui se dit dans notre bureau, voilà ce que dit le consommateur sur Sodebo, ce qu'il a dit cette semaine sur Sodebo. Donc on voit voilà, qu'il y a un grand chemin de parcouru depuis ce fameux jour. Si tu devais nous résumer ton job aujourd'hui, et puis les challenges de demain finalement. Alors nous, notre job, on aime à dire que notre job c'est de transformer le PV en pépite, ou en tout cas d'essayer. Si on considère que les remontées consommateurs sont des opportunités d'amélioration, chez Sodebo c'est environ 120 remontées semaine qu'il faut transformer. Alors, ce ne sont pas toutes des réclamations, il y a aussi des félicitations, il y a juste des gens qui ont besoin d'une information de conservation, d'une information sur un produit. Mais en tout cas, voilà, c'est transformer le PV en pépite pour le consommateur et évidemment pour l'entreprise. Comment on s'en sert? Alors demain, on peut toujours faire mieux évidemment. Moi j'ai identifié des publics avec lesquels on n'avait pas encore créé ces réflexes de venir chercher des informations chez nous, notamment à la R&D où c'est pas un réflexe pour eux de venir nous interroger sur une matière, sur un produit, et puis nous finalement on leur pousse la même chose que ce qu'on pousse à tout le monde dans l'entreprise, mais bon c'est quand même un public un peu plus particulier qui aurait encore plus besoin sûrement d'éléments. Donc je me dis là, voilà, là on a encore des nouvelles choses à créer, à imaginer ensemble avec eux, hein. On ne va pas faire ça juste pour faire beau, il faut que ça corresponde à leurs besoins. Et puis je me dis aussi, on ne s'intéresse peut-être pas assez aux félicitations. Parce que c'est super les félicitations, on en reçoit évidemment beaucoup moins que les autres demandes, mais finalement est-ce qu'on capitalise sur déjà nos points forts, est-ce qu'on sait déjà ce qui fonctionne finalement? Alors oui on les regarde, mais peut-être qu'on a un sujet aussi là-dessus. En tout cas, c'est ce que je me suis dit en réfléchissant aux enjeux 2025. Voilà, j'espère qu'avec tout ce partage, vous aurez compris à quel point les remontées des consommateurs sont précieuses chez Sodebo, hein. Je vais juste terminer sur la démarche qu'ils ont quand ils nous contactent et qu'ils nous le disent. Ils ont vraiment une démarche éducative, c'est-à-dire qu'ils sont bienveillants, ils aiment notre marque. Et donc la plupart des consommateurs, quand ils appellent, c'est pas pour gratter un bon de réduction, c'est réellement pour faire avancer l'entreprise, améliorer les process. Souvent ils nous disent, je préfère vous le dire pour que ça recommence pas, enfin qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui ait le même problème. Mais voilà, moi je demande rien de plus, je préférais vous prévenir. Et donc en fait, voilà, si on les considère comme des alliés, alors là je pense qu'on a gagné.